Chers amis de la matinale Tocsin, merci beaucoup ce matin d'être toujours aussi fidèles à la matinale. Merci en tout cas. Ce matin, c'est l'heure du grand entretien et j'ai rappelé Anne-Sophie Chazot, bien entendu. On avait fait une interview il y a quelques semaines qui avait excessivement bien marché. Vous aviez été très, très, très nombreux à écouter cette interview. Anne-Sophie Chazot, bonjour, comment ça va Anne-Sophie? Oui, bonjour cher Nicolas, et merci de m'inviter parmi vous. Ça va, ça va dans le rire et la contemplation, un peu stupéfaite du spectacle. Hmm. Heu, dont nous allons donc, parler là ce matin. Ben, et oui, alors je vous présente Anne-Sophie, hein, toujours pareil. Oui, Vous êtes philosophe, essayiste, hein, vous travaillez là-dessus. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Anne-Sophie, c'est que votre prise de parole est pas, on va pas dire rare, mais c'est vrai que la situation que nous vivons depuis plusieurs années, et vous l'avez déjà maintes fois expliqué et décrypté, je crois que nous arrivons là véritablement dans quelque chose que nous ne pouvions, même nos esprits les plus pervers ne pouvaient pas imaginer. Et donc, je vous remercie ce matin de nous avoir accordé cet entretien de décryptage, parce que là, je pense qu'on est arrivé. Est-ce qu'on est arrivé à fin de la bobine, Anne-Sophie, démocratiquement, politiquement, je sais pas. Comment ça se ah, passe? Comment on a envie de vous entendre ce matin là-dessus? Voilà. c'est gentil, c'est gentil. Alors je vais essayer de les choses. Hem, la première chose que je dirais, c'est qu'on a là l'exemple chimiquement pur de cette particularité de notre époque et de notre pays, là, en ce moment, notamment vraiment depuis l'installation d'Emmanuel Macron, qui est de produire, les situations les plus graves, dans le climat le plus burlesque et grotesque possible. C'est-à-dire qu'il se passe des choses extrêmement importantes, extrêmement graves pour les qui engagent, la vie et l'avenir des Français, mais de la façon la plus grotesque qui soit et comique. Je crois que la journée d'hier a été, de ce point de vue un climax. Enfin vraiment, Ouais, je pas qu'on puisse imaginer, ouais. une succession comme ça à un rythme, rapide de choses aussi burlesques, qui relèvent, en apparence du théâtre, de la commedia dell'arte et de voilà, de quelque chose de ridicule et qu'on peut tourner en dérision, et en même temps, si j'ose encore Vous faites du Emmanuel Macron, Anne-Sophie Chazot, ça part très mal cette interview, hein. non, mais c'est-à-dire qu'on a véritablement une superposition Hmm. du burlesque, du grotesque et du grave, de l'important. Probablement que ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est de ne pas trop se laisser, emporter par le flux ininterrompu, de choses complètement, déglingos qui se produisent, et de ne pas perdre de vue leurs objectifs. Parce qu'en Hmm. fait, c'est aussi, alors moi je ne prête pas de grandes, capacités stratégiques non plus que tactiques à la Macronie, Hmm. ni au pouvoir. Je crois qu'il est complètement à la dérive et il Hmm. fait ce qu'il peut comme il peut et pas, c'est-à-dire pas très bien. Donc je ne crois pas que ça procède d'une intention, mais néanmoins, il y a, est-ce que on dit à ce micro, une tendance du macronisme à estourbir les citoyens, Hmm. heu et le flux informationnel contribue aussi à cela, et la succession de scénettes complètement et bizarroïde, fait que les gens, finissent par perdre de vue, ce qui doit rester leur cap, leur objectif, en l'occurrence, faire partir, la Macronie du pouvoir, Hmm. heu et reprendre les rênes de ce pays, le sauver pour ce qui reste à en sauver, et essayer voilà, de faire prévaloir les intérêts du peuple français. Donc je dis attention, et ça vaut d'ailleurs pour tous les blocs en présence. Hmm. Ne vous laissez pas embarquer par les différentes farces qui sont en train de se jouer, parce que ce qui compte, c'est la tectonique de fond, qui elle n'a pas véritablement bougé d'un iota.
hein. Alors on va dire Anne-Sophie, je me permets, parce que vous abordez un point important qui revient beaucoup sur les réseaux et sur les, on va dire, dans la communauté patriote ou des gens qui sont très opposés à Emmanuel Macron, de dire Macron l'avait prévu, Macron avait non, tout prémédité, la dissolution, il non, avait prémédité. Est-ce que j'imagine que vous ne souscrivez pas à cette théorie, à cette stratégie, hein? si vous voulez, bon, il a forcément imaginé que c'était une possibilité, peut-être même une probabilité, plus ou moins forte selon le résultat des élections, peut-être même quelque chose qui lui pratique, j'en sais rien. Mais de là à penser que c'est, Machiavel, que c'est non, il faut arrêter. Enfin, c'est un personnage qui n'est pas qui n'est je suis désolée, ça n'est pas le président philosophe, ça n'est pas quelqu'un de particulièrement brillant ni intelligent politiquement. Par contre, oui, il arrive à faire des coups, de temps à autre et c'est comme ça qu'il se maintient d'ailleurs depuis le début, hein. Il fait des coups à chaque fois, alors c'est sans des rodomontades, ce sont des provocations, ce sont des rebondissements, mais je ne trouve pas que cela relève d'une stratégie, autre que celle de perdurer au pouvoir pour, accomplir, sa mission qui est de détruire ce pays. Chose qui, relevons-le pour le coup, est menée à bien, hein. Ça, il pas Oui, perdu son cap et c'est pour ça que je dis aux électeurs, aux auditeurs et aux Français de ne pas oublier que si on ne le vire pas maintenant, il lui restera quand même encore 3 ans. Donc j'ai aussi, à cœur parce que je sais qu'il y a une bonne partie de vos auditeurs qui sont intéressés par la question du souverainisme et à juste titre, hein, c'est parfaitement, légitime et intelligent, mais et justifié. Mais je vois beaucoup passer sur les réseaux, de complaintes, de jérémiades pour expliquer que oui, de toute façon, ça ne changera rien, que ces élections ne servent à rien, que de toutes les manières, dès l'instant où l'on ne sort pas de l'Union européenne, ouin, ça en gros, ça ne sert à rien d'aller voter. Moi, je dis: «Il faut arrêter les conneries». On a une chance, inespérée, de prendre de nouveau les rênes pour les 3 ans qui viennent, de la politique qui sera conduite dans ce pays. Si, certains ne voient pas la différence entre être gouverné par des dingos qui font n'importe quoi et qui détruisent, qui saccagent, le pays et essayer de confier les rênes à des personnes qui sont fixées pour mission de le sauver, moi je dis que dans ce cas-là, il ne faudra pas venir pleurer après. Donc mmh, j'aimerais déjà le camp souverainiste dont je comprends, les impératifs et l'éventuelle frustration, se resserre là sur l'essentiel dans la situation d'urgence où nous nous trouvons. Il y a des priorités et pour l'instant la priorité c'est de mettre la Macronie hors d'état de nuire. mmh, Si possible en empêchant ces habituels supplétifs qui mmh. sont ceux qui se prétendent être du Front populaire, Ouais. c'est-à-dire d'une gauche en réalité petite bourgeoise, heu, et qui n'a cessé toujours de voter pour Emmanuel Macron à chaque scrutin, je le rappelle quand même, parce qu'ils se présentent comme Front populaire, mais ils font partie du bloc bourgeois qui a porté Emmanuel Macron à 2 reprises au pouvoir, si possible en se distinguant de ces gens qui sont pareillement nuisibles puisque non seulement ils contribuent, ils se déclarent d'ailleurs depuis hier, on l'a vu ouvertement de l'anti-France, hein, c'est les tags que l'on a pu voir fleurir dans nos bonnes villes, mais par ailleurs, ils ont contribué systématiquement à faire élire Emmanuel Macron. Donc, il est temps que les gens comprennent que l'impératif, c'est de faire changer les lignes, de peut-être permettre quand même de sauver quelques meubles en attendant un scrutin beaucoup plus important qui donnera effectivement des coudées plus franches aux électeurs. Mais je crois que là, il y a quand même un train qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas faire la fine bouche et il ne faut pas considérer que ces raisins sont trop verts, hein. Parce que je suis un peu lassée par ça aussi, dans ce qui est la sphère, notamment souverainiste. On est plus malin que les Anne-Sophie, autres. je me permets, juste, vous parlez du souverainisme. On a vu que Florian Philippot, François Asselineau et Georges Kuzmanovic
on fait quand même des scores absolument très, 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 très faibles. Vous, comment vous l'analysez, ces scores-là? Est-ce que c'est la fin, enfin, ou du moins Moi, la fin de ces partis, ou de ces partis nominativement, alors, je parle, ou pas? je pense pas que, alors en tout cas, je ne pense pas que ce soit la fin de la notion de souveraineté, Oui, de oui. reconquête de nos Mmh, souverainetés qui ont été mmh, abdiquées, ça bien au contraire, mais je pense que les Français ne veulent pas gâcher leur voix vers des formations dont ils savent qu'elles ne serviront à rien en termes de conquête du pouvoir. Je crois que mmh, ces gens-là, tout autant méritants, mmh, ne comprennent pas à quel point les Français sont en mode survie là. mmh, Quand on est en mode survie, on prend pas une microscopique bouée, on prend la plus grosse qu'on trouve, hein, c'est mmh, juste normal. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas reconquérir des pans entiers de notre souveraineté, d'une façon ou mmh, d'une autre d'ailleurs, mais là, ce qui compte dans l'immédiat, c'est de raccrocher une bouée qui va permettre dans un premier temps d'arrêter la casse du pays. Voilà, alors eux, ces tout petits pouvoirs, partis pardon, ouais, prétendent sans Frexit immédiat, sans je ne sais trop, il n'y a pas de reconquête possible du moindre petit pan de reconstruction du pays. Moi, je ne suis pas d'accord. Si déjà, sur un certain nombre de points fondamentaux, on arrive à resserrer les boulons, à remettre l'église au milieu du village, on va s'en sentir quand même déjà mieux. Donc, je ne veux pas, si vous voulez, et là, je ne vis pour le coup pas que les souverainistes, il y a aussi beaucoup de gens qui, sur les réseaux, se croient plus malins que tout le monde, ricanent toute la journée, etc. Le vote ne servant à rien, mmh, faux, c'est faux, il ne faut pas les écouter. Il faut absolument aller voter et voter pour tous ceux qui n'ont pas contribué à la mise au pouvoir des destructeurs de ce pays. Le message, il est très clair. mmh, Euh, il y a pas d'autre occasion après, c'est dans 3 ans, hein. Et en mmh, 3 ans, ces gens nous ont montré tout ce qu'ils étaient capables de détruire. Donc si les électeurs tiennent encore un tout petit peu à ce pays, c'est le moment de se bouger mmh, et de pas faire la fine bouche. C'est pas le moment d'aller faire des histoires de partisanes, ou du mauvais théâtre aussi, hein, parce que cette histoire de Front populaire est parfaitement grotesque. mmh, On sait très bien qu'il n'y a aucun fascisme en perspective, mais néanmoins, et c'est pour ça que j'attire l'attention aussi des auditeurs, je vois les sondages ce matin, les premiers sondages, on a 29% pour ce faux Front populaire. Je faux parce qu'il n'est vraiment pas populaire. Il y a vraiment, je crois qu'il va falloir marteler ça. Mais par contre, c'est vraiment un front, hein. C'est-à-dire que 29% et 31, c'est-à-dire qu'on a juste 2 points qui les séparent du grand vainqueur de dimanche dernier pour le RN. Donc, euh, il faut faire très attention parce que il faut bien comprendre, c'est que pendant que la droite, et on va reparler de cette histoire de droite et de gauche aussi, mmh, de la façon dont perdure ce schisme droite-gauche dont on pensait qu'il était complètement révolu. En tout cas, il perdure dans le langage et dans la perception. mmh, Mais à gauche, si j'ose dire, euh, le ré- ce sont des personnes qui ont été biberonnées depuis plus de 40 ans à l'unique paradigme qui est celui qui a été fabriqué par Mitterrand d'une lutte antifasciste de foire, de cirque, de théâtre. mmh, Ça marche à tous les coups. C'est-à-dire qu'on a mmh, beau penser, non, cette fois, ils ne vont pas nous refaire encore le coup, parce qu'on sait tous que c'est faux. On sait tous que c'est faux. On sait tous que les gens en ont ras-le-bol de mmh, l'insécurité, de l'immigration massive, etc. Et que même des gens de gauche parfaitement altruistes considèrent qu'il faut rationaliser les choses et les diminuer de façon à les rendre vivables pour les Français. Donc on sait tous qu'il n'y a pas de fascisme, mais ça marche. Voilà, mmh, parce que la gauche française est entièrement biberonnée. Son ADN, c'est depuis plusieurs décennies maintenant, euh, cette mise en scène antifasciste. Elle n'existe que grâce à cela. Voilà. Donc, ça va marcher et c'est d'ailleurs en train de marcher. Donc, moi, je dis aux gens qui se revendiquent de l'autre camp,
faites bien attention quand même, parce que vos histoires de vous retrancher dans le bâtiment des LR avec le drapeau du général de Gaulle et puis de confisquer les codes Twitter et Facebook de je ne sais trop qui et de retrousser ses manches pour aller coller des baffes à qui, ça n'amuse personne si ce n'est de façon superficielle. Mais la vie politique des Français à l'heure actuelle, c'est pas le théâtre de Guignol, hein. La vie des Français, c'est aller aux urgences et attendre des heures en se disant que par miracle, peut-être on en sortira vivant. C'est ça la vie des Français. C'est ne pas trouver de médicaments dans les pharmacies, c'est ne pas être en sécurité quand on sort dans la rue. Ce sont comme ça des dizaines et des dizaines de choses qui font qu'on est dans un pays effondré. Donc les histoires de je garde poste au LR parce que je préserve mes chances maigrelets de me présenter à la prochaine présidentielle, ça suffit. Et c'est tout pareil pour les adhérents de Reconquête. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ou alors, il faut jamais que ces gens prétendent vouloir sauver la France. Hein, parce que là, il reste 3 jours pour que tout ça soit ficelé. C'est pas le moment de continuer à nous expliquer que Sarah Knafo peut pas blairer je ne sais trop qui et que Zemmour nie et que Marion est une traîtresse, etc. On s'en fout. Enfin, je suis désolée. Les Français s'en foutent en vérité. Donc ça fait le buzz médiatique, ça fait rigoler parce qu'il faut bien reconnaître que c'est drôle. Mais en vérité, c'est tragique ce qui se passe. Il y a des faux fonds populaires qui vont, encore une fois, si ça se trouve, voler l'élection du vrai peuple français qui s'est exprimé clairement et qui, lui, ne se considère pas du tout exclusivement comme étant d'ailleurs de droite. Hein, et on nous la rejoue, affrontement droite-gauche, comme s'il n'y avait que celui-là. Et puis pendant ce temps, ça grignote des points, ça grignote des points. Oui, je voudrais revenir aussi sur cette espèce de parti droite-gauche qui est revenu sur le devant de la scène. Alors, je voudrais rappeler, revenir sur ce que disait Jérôme Sainte-Marie, qui pour moi est le bon prisme à travers lequel observer la vie politique française. C'est l'affrontement bloc élitaire, bloc populaire. Donc, il ne faut pas confondre la victoire du Rassemblement national, les chiffres excellents du Rassemblement national, avec une victoire de la droite. Même si, oui, on se doute bien que la plupart sont plutôt à sensibilité patriote. Donc, s'il fallait les définir, la plupart sont plutôt de droite. Mais enfin, on a quand même affaire à des gens qui, principalement, se considèrent comme étant représentants du peuple français. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus gaullien que cela. Et c'est pour ça que lorsque je vois les LR se revendiquer de Gaulle et arborer le drapeau de la résistance française, pour moi, c'est un contresens total, voire une usurpation. C'est-à-dire que la vraie représentation du peuple français dans son sens gaullien, à l'heure actuelle, elle est du côté de la logique de bloc populaire, Rassemblement national. Une fois qu'on a dit ça, moi, je renvoie à la lecture donc, de Jérôme Sainte-Marie, qui dit bien que cette partition bloc populaire, bloc élitaire se fait alors même que la partition droite-gauche n'a pas quand même complètement disparu. Et ça, il le rappelle bien dans ses 2 bouquins sur le sujet. La droite et la gauche, ça continue quand même d'exister. La gauche, elle continue d'exister, en l'occurrence, comme je l'ai dit, à mon avis, à travers une dénonciation obsessionnelle de la droite. C'est sa seule façon d'exister, mais ça marche bien, ça fonctionne. Quant à la droite, pour le coup, ça serait sur des thématiques économiques principalement, mais sur tout le volet identitaire, on s'interroge quand même parce que quand vous avez des personnes qui se revendiquent de droite, comme c'est le cas des LR, et qui ne sont pas dans l'idée de vouloir sauver leur pays des griffes de Macron qui est en train de saccager, on se dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces gens ne sont pas dans l'idée patriotique de sauver leur pays. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc vous voyez, on est sur des tectoniques un peu particulières. Quant au peuple, aux électeurs, si vous voulez, à l'exception
personnes vraiment très à droite, pour le coup réellement de droite, les personnes vraiment très conservatrices, etc., qui Ouais. existent, mais qui sont sur un plan statistique tout à fait marginal. Hein. Elles ont parfaitement le droit d'exister et sont légitimes à s'exprimer, mais statistiquement, elles ne représentent pas beaucoup d'électeurs. Euh, les électeurs du Rassemblement national s'en fichent de dire qu'ils sont de droite. Eux, ce qui les intéresse, c'est le patriotisme, la défense de la France et surtout le fait de pouvoir vivre de nouveau de façon décente dans un pays qui serait le leur. Donc, on a voilà une superposition de logique à la fois bloc contre bloc, mais aussi droite contre gauche, qui continue d'exister de façon résiduelle, mais qui néanmoins là est réactivée parce que ça permet, et c'est pour ça que je dis aux gens aussi, faites attention, parce que vous allez vous faire voler l'élection aussi pour cette raison. C'est-à-dire on vous réinstalle dans un affrontement pour camoufler le vrai enjeu qui est l'enjeu bloc élitaire, bloc populaire. Et c'est une manière encore d'escamoter les vraies questions. Donc, Mais est-ce que, Anne-Sophie, là-dessus, je voudrais quand même qu'on parle de tambouille politique, parce que ce qu'on a vu, par exemple, le mercredi soir avec Éric Zemmour qui vient sur BFM TV pour avouer sa naïveté et la trahison de Marion Maréchal, manifestement, je trouve que je pense que c'est une erreur, mais colossale, d'une part, de laver son linge sale en famille devant des journalistes plutôt progressistes qui boivent du petit lait suite à ça. Et surtout, c'est peut-être aussi, est-ce que c'est pas le fait, Anne-Sophie, de décourager aussi une partie de l'électorat, veut dire populaire de droite, en disant mais c'est pas possible, ces gens ne s'entendront jamais. Ensuite, il a suivi le drame absolu des LR. Enfin là, manifestement, c'est se tirer 4 balles dans le pied. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse. Est-ce que vous partagez cette analyse? Donc, dans l'entretien qui était mentionné, qui a bien marché, je disais que nous avions la droite la plus stupide de tout l'univers. Historiquement, la plus stupide, là. Or, Zemmour, moi, je suis désolée, mais je comprends que des gens, voilà, soient attirés par le fait qu'il a percuté des lignes, il a fait sauter un peu des digues, ok, il a fait un certain travail, mais moi, je ne cesse de marteler depuis la campagne 2022 que c'est un agent, il travaille pour Macron. Voilà, c'est objectif. Si on mettait dans la balance le nombre de fois où il a dézingué le Rassemblement national et le nombre de fois où il s'est attaqué réellement à la Macronie, eh ben, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'en fait, il passe son temps à tirer à boulet rouge sur le Rassemblement national. Il voue une haine farouche à Marine Le Pen, probablement pour des raisons aussi un petit peu sexistes, il faut bien le dire. Souvenez-vous de elle, moi, voilà. C'est quand même, c'est quelqu'un qui n'a aucune forme d'intelligence stratégique, tactique. C'est un bon débatteur, un bon battleur, mais il ne sait pas monter une stratégie politique de toute évidence. Et s'en prendre à Marion Maréchal, dont on ne peut vraiment pas douter qu'elle s'est engagée à fond pour faire valoir les leurs communes, et elle l'a fait brillamment d'ailleurs, puisqu'elle a réussi sa campagne. Tout le monde s'est accordé pour le dire. C'est vraiment minable, c'est minable. Donc, le problème, c'est que ça peut avoir, oui, des conséquences un peu lourdes sur la motivation des électeurs, et puis aussi les LR. Alors, c'est vrai qu'hier, les gens qui sont plutôt, on va dire, parce que je garde du coup des pincettes pour parler de droite et de gauche, mais néanmoins, on va dire le peuple plus de droite, pouvait être un petit peu préoccupé. Et c'est normal, le spectacle qui est donné n'est pas à son avantage. À gauche, entre guillemets toujours, vous avez des gens qui n'ont à peu près rien ensemble, rien en commun, qui se détestent à peu près tout le temps et qui sont capables en 3 secondes de s'allier parce que justement leur motif principal, c'est la seule chose qui les meut, c'est d'être contre les gens d'en face, donc la droite. Et à droite, ils en sont même pas capables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de s'unir
c'est bien ça qui me fait penser que ça va aussi permettre, alors toute cette tambouille un peu déprimante va permettre aussi de faire le ménage. C'est-à-dire qu'on va savoir finalement qui est vraiment pour défendre la France et qui s'en fiche. Moi, je suis Mm. désolée, des gens qui, là, à quelques jours d'une échéance capitale, sont capables de privilégier leurs histoires dont personne n'a rien à faire sur l'intérêt supérieur du pays, eh ben, on saura de façon maintenant définitive qu'ils font eux aussi partie de l'anti-France. Et d'ailleurs, je rappelle que eux aussi ont fait élire Macron. C'est-à-dire que tous les barons là, des LR qu'on a vus hier faire leur cinéma sont des électeurs d'Emmanuel Macron pour les 2 tours des 2 dernières présidentielles. Il faut quand même pas l'oublier. Hein. Et en plus, Anne-Sophie, c'est quand même assez marrant. Enfin, Donc, moi, je pense que c'est effroyable. On a vu revenir Xavier Bertrand, on a vu revenir Jean-François Copé. Ils sont tous ressortis de la boîte. Là, on a fait du recyclage écolo et les héros macronistes, quoi. Hein. c'est pour ça que j'insiste, c'est que sous la comédie, il y a le tragique de l'anti-France. Ils sont l'anti-France. Je suis désolée, ils ont beau arborer des drapeaux gaulliens, ce sont ils font partie de la même anti-France, et je le dis haut et fort, que celles qui taguent les rues des villes de jour, parce qu'ils ont voté pareil. Ils ont tous voté Macron. Ils sont donc pour la destruction de ce pays. Alors peut-être qu'ils ont des sensibilités différentes et qu'ils ne voient pas les choses pareilles et qu'ils s'imaginent dans leurs rêves mouillés qu'ils sont des adversaires l'un des autres, mais c'est faux. Aux moments cruciaux, ils s'entendent comme larrons en foire pour porter au pouvoir ceux qui détruisent ce pays. Ils sont l'anti-France. Les LR qui actuellement ne saisissent pas l'occasion de sauver ce pays font comme à chaque fois le jeu de la destruction du pays. Il n'y a pas une porte, elle doit être ouverte ou fermée. Alors d'autres disent que la barricade n'a que 2 côtés, etc. C'est tout pareil. C'est-à-dire que là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a oui ou non, est-ce qu'on va sauver ce pays pour ce qui reste à sauver? Et ce n'est pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas encore grand-chose à sauver. Donc si actuellement, des gens vous disent qu'ils ne vont pas contribuer à ça, ça veut dire qu'ils continuent sur leur logique de collaboration au macronisme et à la destruction du pays, point barre. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de différence entre les LR et les antifas qui taguent les rues. Je voyais, vous savez, je suis de Lyon. Oui. Ça a été un carnage cette nuit à Lyon, et je suis en plus du 2e arrondissement qui a été littéralement saccagé. Enfin, c'est mon quartier dans lequel j'ai grandi. Le musée des tissus, qui est magnifique, a été entièrement souillé. Enfin, la statue de Louis XIV, qui venait d'être magnifiquement refaite, a été entièrement dégradée, etc. Et c'est marqué anti-France. Il se revendique de l'anti-France. Et vous avez le maire du 2e arrondissement de Lyon, qui est un maire LR, tout ce qu'il y a de plus gentil, tout ce qu'il y a de plus propre sur soi, qui vient se plaindre de ces exactions. Mais je suis remontée dans ses tweets pour vérifier. Il se trouve que ce maire, là, lui-même, dans la journée, dit qu'il ne fallait pas aller à le Rassemblement national. Donc, désolé, il pleure les conséquences dont il chérit les causes. Hein. Donc, je dis, ces gens, main dans la main, et tout en se croyant ennemis, sont de la même anti-France. Voilà. Donc, c'est pas la peine de venir pleurnicher, c'est tout la même limonade. Donc, les seuls qui actuellement vont pouvoir faire quelque chose sont ceux qui vont lutter contre ces 2 écueils. Voilà. Anne-Sophie, il nous reste encore 5 minutes et merci d'être là ce matin sur Toxin. Alors, vous êtes en duplex par téléphone, c'est pour ça. Voilà, pour nos auditeurs, bien entendu. Il nous reste 5 minutes, j'aimerais qu'on avance parce que vous avez posé un constat, effectivement, sur ce qui se passe actuellement. Si on arrivait le 7 juillet, alors on verra bien le 7 juillet au soir, si jamais le Rassemblement national avait une majorité tout à fait relative, RN, LR, enfin bon, ce qu'il y a des LR, et qu'on se retrouvait avec un bloc, vous l'avez dit, de gauche, qui grosso modo arrive derrière 2-3 points derrière ou quelques sièges derrière, le pays sera ingouvernable, Anne-Sophie. Comment ça pourrait se passer? Parce que ça peut être, on est dans un moment très mouvant aujourd'hui, véritablement, et Macron, que doit-on attendre de cette situation si jamais elle se présentait au peuple français au soir du 7 juillet?
Moi, toute solution, alors dans un premier temps, toute solution dans laquelle la Macronie est écrabouillée, de toute façon, pour moi déjà, c'est une bonne chose. Mmh. Euh, dans un premier temps. Dans un second temps, il y a immédiatement un second danger qui est celui de voir porter sur les bancs de l'Assemblée nationale toute une série de clowns pitoyables, tels qu'on a pu le voir sur les rangs LFI notamment, et qui vraiment ne grandissent pas nos institutions. Donc, ça serait évidemment problématique, mais j'ai envie de vous dire, le pays, il est déjà bloqué. Et Mmh. puis, si ne pas être bloqué, ça veut dire faire passer toutes les lois antisociales, des destructions, de prédation, si ne pas être bloqué, c'est avancer au rouleau compresseur pour faire passer toutes les cases possibles. Moi, Mmh. je préfère encore que ça soit momentanément bloqué, hein, excusez-moi, mais d'un point de vue très pragmatique, moi, vous savez, je suis conservatrice dans le sens où je ne suis pas pour un réformisme permanent. Hein. Mmh. Moi, j'aime les choses dures, quand elles sont stables, quand ça ne bouge pas trop. Je n'ai pas la bougeotte. Mmh. Donc, si les choses pouvaient être un tout petit peu stables pendant un moment, ça ne me dérangerait pas du tout. Si on ne votait pas 170 lois par jour, ça ne me poserait aucun problème. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pour le moment, la Macronie soit mise hors d'état de nuire et qu'on puisse se poser un peu et respirer. De toute façon, on sait très bien que ensuite, la vraie élection, c'est l'élection présidentielle. Mais Mmh. si, entre-temps, l'ultra, on va dire, gauche, gagne encore des points et continue de faire son bazar, il est fort à penser que les gens de droite qui ne se seront pas encore réveillés ce coup-ci et ont fini par se demander quand même qu'est-ce qu'il leur faut pour pas comprendre, Mmh. euh, on peut penser que dans 3 ans, ça aura encore progressé. C'est-à-dire que moi, je pense quand même que l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir est de l'ordre de l'inéluctable. Mais j'ai presque envie de dire malheureusement, parce qu'en fait, l'état du pays ne va absolument pas s'arranger. Mmh. Donc, oui, peut-être que le Rassemblement national sera devant aux législatives. Très vraisemblablement, il ne pourra pas faire grand-chose, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le mettre, parce que Mmh. ça voudra dire qu'on avance dans le sens de l'écrabouillement de tous les gens qui ont détruit ce pays. Mais ensuite, il va falloir prendre encore son mal en patience, parce qu'il y a encore énormément de bastions idéologiques, de bastions culturels, de bastions du pouvoir, notamment, je pense, dans les institutions, dans la haute fonction publique, et puis dans les mentalités. Enfin, on est quand même encore très marqué par 40, 50 ans de gauchisme culturel, et ça va prendre encore beaucoup de temps à ce que les gens comprennent que non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment l'état du pays, l'état des institutions, l'état de la santé, l'état de l'éducation, l'état de tous nos services régaliens. Bon, et ben, s'il faut que les gens prennent encore 3 ans pour ça, ben, ça prendra encore 3 ans et on attendra. Voilà. Bon, mais en tout cas, Mais merci. Ouais, un dernier mot, Anne-Sophie. Oui. j'aimerais mieux qu'on le fasse avec devant, de façon à déjà marquer le pas, si vous voulez, pour dire bon, on avance quand même, parce qu'on ne va pas quand même piétiner et se retrouver encore comme 1981, quoi. Je veux dire, il faudrait que la France avance un petit peu. Hein. Bon, mais en tout cas, on va voir ça. Merci en tout cas, Anne-Sophie, d'avoir accepté mon invitation ce matin dans ce grand entretien de Tocsin, toujours saignante, bien entendu. On vous remercie, on vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end, chère Anne-Sophie. Je rappelle, hein, vous êtes philosophe et essayiste et votre parole est assez rare, donc je suis très heureux ce matin, une nouvelle fois, d'avoir pu faire bénéficier nos téléspectateurs de votre analyse, chère Anne-Sophie. Bonne journée. Et à vous, bonne journée. 7h30. Chers amis, voilà, cette matinale se termine ce matin. Nous sommes vendredi. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous avez été très nombreux une nouvelle fois. Merci à tous. J'espère qu'elle vous a plu, que nos invités vous ont appris des choses, vous ont permis d'affiner ou de vous donner de nouvelles grilles de lecture sur cette situation politique française. Merci en tout cas d'avoir partagé, d'avoir liké. Si ce n'est pas le cas, faites-le immédiatement. Et pour terminer, n'oubliez pas, écoutez ou réécoutez l'appel du 9 juin de l'ami Guy Lafortelle, cofondateur de Tocsin avec Clémence Oudiakova, pour bien entendu nous aider. On en a vraiment besoin pour nous lancer dès la saison prochaine. On a besoin de vous pour participer à cette levée de fonds à la hauteur, bien entendu, de vos moyens.
C'est très, très important pour qu'on puisse, nous, dès la rentrée de septembre, vous proposer une matinale Tocsin dont on vous en dira plus très prochainement. En tout cas, moi, je suis très heureux, comme tous les vendredis, de vous avoir proposé cette matinale. Dès lundi matin, vous le savez, 7h30, 9h30, avec l'ami Clément Souliakova, que je salue. Oui, bien sûr, Tocsin va rester extrêmement mobilisé sur tous ces sujets. On vous en parle dès lundi matin. D'ici là, j'ai envie de vous souhaiter, chers amis, bon vaudeville du week-end, puisqu'on n'est pas au bout de nos peines. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent vendredi, une excellente journée.